Et un livre? Non, pas un livre. Le livre sur Montaigne est sorti en juin, donc il faut laisser un peu de temps. Je suis d'accord. D'accord, mais c'est si beau quand même. Hein. Ah oui. Oui. Quand je danse, je danse. Quand je dors, je dors. Hein. Chapitre 13 du livre 3 des Essais. Peut-être le plus beau chapitre, comme si Montaigne avait su garder le meilleur pour la fin. Et une morale qui culmine dans la coïncidence avec soi-même. Tout à fait, tout à fait. Ça s'appelle De l'expérience. Ouais. Et c'est un chapitre dont on a... Autrefois, quand les lecteurs de Montaigne pensaient qu'il avait été d'abord stoïcien, puis sceptique, puis épicurien, oui. c'est le chapitre qui a été donné comme épicurien. Oui. Parce qu'il dit notre grand et glorieux chef-d'œuvre, c'est de vivre à propos. À propos, absolument. Et d'ailleurs, c'est marrant, je fais quand même une petite parenthèse. Il y a des traducteurs de Montaigne en français moderne qui traduisent vivre à propos par vivre comme il faut. Oui, ce qui est complètement absurde. Ce qui est un contresens. Hein. Complètement. Parce qu'il n'y a pas de morale, il n'y a pas de catéchone stoïcien. Absolument, absolument. Et vivre à propos, ça veut dire être à l'heure, être contemporain de soi-même. Et c'est vraiment ça, le à propos. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans le fait d'être le contemporain de soi-même tout en détruisant la catégorie d'identité? Il n'y a pas de moi chez Montaigne. Comment on est le contemporain de soi-même sans être un moi? C'est en effet très compliqué. Je vous raconterai ça plus tard. Mais être à soi, ça veut dire être fidèle au moment qu'on vit. Et c'est pas nécessairement une identité d'un moi supposé. Tiens, regardez, on croise un marcheur. Bonjour. Au moment où on fait une émission sur Montaigne. C'est pas mal. C'est pas mal, non? C'est pas mal. Où allez-vous? Où mon corps me guidera, on verra bien. Hein. Ah ben voilà. Voilà, ça c'est le principe de la marche. C'est le principe de la marche parce que la marche suppose qu'on accepte de se perdre pour pouvoir se retrouver ensuite. Mais par un autre côté, on peut dire qu'il faut accepter le rythme que le corps se donne, il faut suivre la raison du corps pour pouvoir partir en l'air, suivre son imagination. En l'air, non, les pieds par terre. Est-ce que Montaigne permet de penser ça? Oui. C'est ce mélange de constance, d'accord avec la complexion singulière du corps. Tout à fait. Et puis en même temps... peindre le passage et en faire partie. Les lecteurs de Montaigne étaient très rétifs à donner de l'importance au corps, bien que Montaigne ait dit à plusieurs reprises que... Le corps ne s'égare jamais. Jamais, que séparer le corps et l'esprit, c'était déchirer un homme tout vif, comme il dit. Donc c'est complètement absurde. Et l'idée qu'on accompagne, enfin que la pensée accompagne le mouvement du corps est une idée absolument fondamentale. Il dit un rayon de soleil qui voit, j'ai un corps au pied, je me trouve de mauvaise humeur. Je ne crois plus en Dieu. Je ne crois plus. Il a pas tout à fait. Non. Je vais poursuivre mon chemin. Oui. Je vous en prie. Bon chemin, bonne route. Vous aussi. Bonne route. J'aime bien ce genre d'artifice. Le marcheur en question, c'est un hasard objectif. Hein. C'est Julien Tricard, mon camarade. Mais il y a quelque chose d'extrêmement montagnien dans la marche, justement. Absolument. Comme élément de coïncidence paradoxale avec soi, façon de se laisser porter par le temps, le flux. Et c'est peut-être la meilleure manière d'être le contemporain de soi-même au sens où Montaigne l'entend. Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord la marche physique, c'est-à-dire le fait que je me déplace. Il dit mes pensées ne viennent pas si les jambes ne s'agitent. C'est-à-dire qu'il y a besoin, pour que la pensée se mette en marche, si on peut dire, d'ailleurs on dit bien se mettre en marche, hein, il y a besoin que les jambes marchent. C'est dire aussi qu'il n'y a pas un esprit indépendant du corps. Et la deuxième chose, c'est que en marchant, mais plus encore, on en reparlera tout à l'heure, en étant à cheval, Montaigne concilie deux données fondamentales de notre existence qui sont l'évolution, c'est-à-dire le fait que nous sommes pris dans le mouvement temporel, dans le flux temporel. Le passage. Le passage. Je ne peins pas l'être, je peins le passage. Mot que j'ai toujours eu envie de lire en deux mots, justement. C'est pas faux, c'est pas faux, mais... Comme si la sagesse chez Montaigne consistait à, en tout cas en son point de départ, à renoncer à la sagesse. C'est vrai, c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire que la sagesse ne peut pas être constituée comme un tout. Voilà. Elle est constituée par une pratique, et une pratique qui est incessante et qui est évolutive, qui est sans cesse mouvante, et c'est bien ça le passage. Et c'est cette double dimension que vous évoquez, on la retrouve dans son écriture. Tout à fait. Qui est une écriture mobile, gambadeuse, sautillante, tout à fait. Qui mime ce mouvement perpétuel. Et qui en plus de ça déconcerte les gens, parce que, et les philosophes et les autres aussi, mais les philosophes surtout,
tiennent beaucoup à quelque chose qui serait stable, Ouais. qui aurait un appareillage conceptuel, un édifice logique. Et pour Montaigne, c'est pas possible. On cherche de l'immuable Voilà. et on trouve de la mobilité, du doute, Voilà. de la contradiction avec soi-même, pardon. Et Absolument. c'est l'expérience qu'on fait quand on lit Montaigne. Tout à fait. Celui qui cherche de l'immuable est déçu, mais en vérité, il gagne au change. S'il accepte d'être déçu. Parce Ouais. que la plupart des gens que je connais ont tellement envie d'être confortés dans la stabilité, etc., qu'ils n'acceptent pas facilement d'être déçus. C'est compliqué d'accepter d'être déçu. Mais c'est aussi la façon dont on va avoir Allez-y. Pardon. Allez-y. Dont on risque d'avoir une infinie richesse par rapport à ça. Mais oui, parce que quel enchantement. Ah, c'est fantastique. Quel enchantement, quel texte merveilleux. Il ne faut pas le lire d'ailleurs du début à la fin. Non, par petits bouts. À sauce et à gambade. Exactement. Il faut le lire comme lui-même lisait les anciens. Exactement. Avec la liberté qu'il se donnait et de changer d'avis et d'être parfois... Et de changer de sujet. Et de changer de sujet. Exactement. Et le titre de ces chapitres, d'ailleurs, sert souvent à la valeur d'un point de départ et non pas d'une sentence globale. Et d'un clin d'œil. Vous pensez à quoi? Je pense par exemple sur des vers de Virgile. Oui, sur des vers de Virgile. C'est un des chapitres les plus longs des essais. C'est très long. Et ça traite de quoi? Ça traite des relations entre les hommes et les femmes. Oui. Et ça s'appelle Sur des vers de Virgile. Voilà. Il a le génie du titre. Ah ça oui. Il a le génie du titre c'est parce que les titres brouillaient les pistes. Oui, je crois que Étienne Pasquier, qui était un de ses contemporains, l'a accusé d'avoir fait des titres qui étaient du coq à l'âne. Oui. Bon, ce qui n'est pas faux, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a des titres qui sont très conventionnels, qui sont des titres d'ouvrages de morale, d'éthique traditionnelle, et puis il y a des titres qui sont complètement différents et qui sont, à mon avis, très... Par exemple, l'Apologie de Raymond de Sebon, qui est le chapitre le plus long de tous les essais. Oui, dans le livre 2. Dans le livre 2, le chapitre 12, ça s'appelle l'Apologie de Raymond de Sebon. Si on va voir ce qu'il y a dedans, allez-y. Si on va voir ce qu'il y a dedans, on s'aperçoit que c'est pas du tout une apologie de ce théologien catalan, c'est au contraire une sorte de contre-pied perpétuel, et qu'au lieu de défendre la compatibilité de la foi et de la raison, Montaigne va le défaire complètement. Voilà. Au lieu de défendre, il défait. Voilà. Le voilà. Pas Ça, mal. c'est une pièce qu'on a créée. C'est bien. une pièce qu'on a créée qui sera une pièce récurrente dans notre émission. C'est le bureau de Montaigne, pour autant qu'on puisse le faire. Parce que le grand paradoxe de ce marcheur, évidemment, c'est qu'il avait un bureau où il était assis. Alors, il aimait bien faire les 100 pas dans Il son faisait bureau, les 100 pas, oui. mais il écrivait assis. Et alors, il était au-dessus de son bureau, il y avait une série de sentences sur poutres. les poutres. Voilà. Voilà. C'est le fameux plafond de Montaigne. Voilà. Nous avons mis ces sentences sous la forme de magnettes, vous savez ce qu'on met sur les frigidaires. Et alors parmi ces sentences, il y en a quelques-unes qui sont stupéfiantes. Regardez, le tourment des hommes ne vient pas des choses, mais de leurs idées sur les choses. Ça va tout à fait avec ce qu'on disait tout à l'heure d'un corps qui ne s'égare jamais, et donc de l'erreur qui commence quand le jugement vient se déposer sur l'expérience du corps qui, elle, n'est pas trompeuse. C'est même plus méchant que ça, parce que ça tourne autour de la peur, de l'angoisse. Et il dit en fait que l'angoisse que nous avons de l'avenir, de la mort, etc., vient de l'idée que nous nous faisons de l'avenir, de la mort, et pas du tout de la mort elle-même. La mort est... Donc l'erreur ne vient pas de l'expérience mais du jugement, l'angoisse Tout à fait. ne vient pas du fait de vivre, mais des représentations que le fait de vivre produit, à commencer par la perspective de notre mort. Absolument. Autre citation de Montaigne lui-même. Pourquoi ne mettons-nous en doute si notre pensée, notre agir n'est pas un autre songer et notre veiller quelque espèce de dormir? C'est intéressant qu'il emploie les infinitifs. Tout à fait, mais c'est une réflexion qui vient de la vieille formule de Platon qu'on trouve. Platon dit qu'en échange d'un rêve, je t'en donne un autre, et que, en fait, qui sait si notre existence n'est pas un songe que nous formons, et non pas la réalité de notre vie. Et donc Montaigne brode et refait. Et vous avez tout à fait raison de parler des infinitifs, parce que c'est une manière de... Je crois que c'est très important qu'on comprend Parce qu'en pas général, Montaigne. quand les philosophes emploient des infinitifs, on dit c'est du pédantisme. Voilà, alors que là, c'est pas Le pédant. manger, Oui. le faire, le penser. Mais là, il dit notre pensée, notre agir. Oui. C'est tout à fait différent. Et il dit très clairement que, en fait, c'est une activité. C'est pas une notion.
Et c'est ça que souvent, quand on lit Montaigne, on a de la peine à accepter. C'est pas une notion, c'est vraiment une pratique. Et ce que je trouve merveilleux dans ce livre, c'est que l'essentiel de ce qu'il raconte, c'est le témoignage d'une pratique. Tenez, vous avez cité Platon tout à l'heure. Qui sait, ce qu'on appelle être mort, c'est peut-être vivre, et vivre, mourir. Alors, ça, c'est Euripide qui le dit. Oui. Dans le Gorgias de Platon, Oui. peut-être, en réalité, sommes-nous morts. C'est ainsi qu'un jour, j'ai entendu dire à un savant homme que notre vie présente est une mort, que notre corps est un tombeau, et que cette partie de l'âme où résident les passions obéit de par sa nature aux impulsions les plus contraires. Et Montaigne a un rapport très intéressant à Platon. Il le trouve humain par là où ordinairement nous le trouvons divin. C'est d'une intelligence redoutable. Parce que premièrement, il l'a très bien lu. On dit souvent que Montaigne ne lisait pas le grec. Je ne crois pas du tout que ce soit vrai. Il a très bien lu Platon et il l'a lu comme je crois qu'il serait très utile de lire Platon, c'est-à-dire comme un grand faiseur d'histoire. Comme quelqu'un qui invente des mythes. Un conteur formidable, un conteur fabuleux, un pédagogue du conte extraordinaire. Je ne crois pas qu'il ait pris au sérieux toutes les histoires qu'il raconte. Il les a données pour embesogner notre esprit. Donc, rien n'est moins platonicien, au sens que Montaigne donne à platonicien, que le fait de prendre au sérieux, d'apesantir de sérieux les histoires que Platon raconte. Exactement. Mais c'est ce que, si vous vous rappelez, c'est ce que Socrate raconte, où il dit toutes les histoires que nous racontons, c'est comme les songes d'une vieille, une graos en grec. Et il dit ces histoires, bien sûr, on peut penser que ce sont des vieilles qui les racontent, mais même si c'est des vieilles qui les racontent, il faut les prendre au sérieux parce qu'elles embesognent l'esprit. Montaigne dit, je crois que c'est dans le début de l'Art de conférer, il dit que il parle de la superstition, de donner le pied droit à chausser plutôt que le pied gauche, oui. Ne jamais mettre le 13e à table, etc. Il est très drôle quand il parle de ça. C'est pas mal, oui. Oui, c'est très bien Toutes telles superstitions, évidemment, ne valent pas grand-chose, mais elles méritent au moins qu'on les écoute. C'est merveilleux. Et il dit, elles valent les songes d'une vieille. Montaigne, Spinoza. L'erreur est déjà un début de connaissance. Tout à fait. L'erreur est déjà un commencement de connaissance. L'art de conférer que vous avez cité, dans l'art de conférer, Montaigne explique pourquoi les gens ne débattent pas quand ils croient débattre. Parce qu'ils veulent non pas avoir raison, mais avoir raison l'un de l'autre. Voilà. Alors il dit, je me sens plus fort de la victoire que je remporte sur moi-même quand je change d'avis que de la victoire que je remporte sur l'autre à cause de sa faiblesse. Et si les hommes politiques raisonnaient comme ça dans un débat, on aurait des scènes extraordinaires du genre Nicolas Sarkozy disant à François Hollande ou Angela Merkel disant à Oscar Lafontaine « Ah mais monsieur, vous m'avez convaincu ». Chose qui ne se passe pas. Chose inimaginable. Regardez, on a pris quelques films qui vont sembler étranges peut-être au début, mais dont vous allez nous dire pourquoi on a eu raison de les prendre. Voici une métaphore de la pensée de Montaigne, dont on peut examiner quelques termes avec vous, Jean-Yves. En quoi ceci permet-il d'expliquer, de comprendre plus que d'expliquer la pensée de Montaigne ? Je ne sais pas si ça peut expliquer la pensée de Montaigne, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que ce flux qu'on voit s'écouler représente pour Montaigne ce qui est l'exact enregistrement de notre condition. Nous ne sommes jamais deux fois le même. C'est vraiment la vieille formule d'Héraclite. Héraclitéenne. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Attachons-nous à ce qu'il y a de mobile dans le fleuve plutôt qu'à cette identité factice qui fait qu'on l'appelle fleuve. Voilà, exactement. Même si je l'appelle fleuve, en fait, je fabrique quelque chose qui est immobile, qui est stable, qui contredit complètement l'expérience que j'ai. Et encore une fois, c'est d'une manière pratique que Montaigne essaie de penser, pas d'une manière abstraite du tout. Et il est tout à fait clair, quand on voit cette magnifique image de paysage de montagne, il est tout à fait clair que ce fleuve qui s'écoule, c'est en fait, que nous le veuillions ou non, l'image de notre existence. Nous ne sommes jamais deux fois le même. J'ai des portraits de moi de 30 ans. Combien ce n'est plus moi, il dit. Combien ce n'est plus moi. C'est magnifique. Et là, les pierres. Et si les pierres étaient les préjugés qui finissent d'une manière ou d'une autre par être dissous dans le fleuve. Mais oui, pourquoi pas. Mais autre élément, pardon. Oui, comment comprenez-vous ceci ? Parce que moi, j'avais tendance à y voir la critique chez Montaigne des valeurs éminentes, des pensées éminentes, l'éloge des pensées moyennes, c'est-à-dire être au ras du fleuve. Si vous me poussez de ce côté-là, je demande qu'à y courir. Allez-y. Il est clair pour Montaigne que tout ce qui est de l'ordre d'une certitude est menacé.
C'est-à-dire que dès que je parle d'une certitude, je suis dans l'erreur. Il n'y a pas de certitude possible, sinon mensongère, sinon illusoire. Et l'absence de certitude va avec la critique des valeurs absolues, des valeurs qu'il appelle les valeurs éminentes. Absolument, absolument. Il n'y a pas de possibilité de valeur éminente, parce qu'en fait, pour Montaigne, il n'y a pas de pensée en soi, si je peux dire. Il y a des pensées, deux pensées, et encore. C'est pour ça que c'était bien la citation que vous donniez avec pensée ER. Il n'y a de pensée ER qu'à la condition qu'on soit dans une activité et non pas dans une formule. C'est l'activité de chercher quelque chose et non pas de le dire. Et regardez ceci. Hop. Dans le chapitre sur l'éducation, qui là encore est un des plus longs des essais, Montaigne se flatte de parler mieux lui-même en citant les autres. Et il dit, quand il entend une parole géniale chez Plutarque, Platon, Carnéade, peu importe, il va à leur suite en disant oui. Il a un rapport à l'histoire des idées qui est extraordinaire. Il se retrouve lui-même dans les pensées des autres, ce qui est un exercice d'humilité et non pas d'arrogance. Il dit, je le crois non parce que c'est dans Platon, mais parce que c'est dans moi. Voilà. En prenant une phrase de Platon. Imaginez, regardez, voilà, on a Platon, Montaigne, Nietzsche. C'est en un sens la même aventure, mais différenciée. Bien sûr, c'est différencié, mais c'est en fait le même. C'est pas le même, on peut pas dire ça, c'est faux. Mais c'est une façon analogue de penser et très souvent une façon analogue de formuler. Et Montaigne reprend des phrases à Platon, reprend des phrases, surtout à Plutarque, parce que c'est vraiment son grand nourrisseur, c'est Plutarque. Il reprend des phrases de Plutarque ou à Plutarque et il s'aperçoit qu'en fait ça correspond exactement à ce qu'il a en tête. C'est-à-dire que je n'emploie la parole des autres que pour m'exprimer d'autant mieux moi-même. Voilà. L'une des questions les plus bêtes qu'on peut poser à quelqu'un, c'est arrêtez de citer les auteurs, dites-nous ce que vous en pensez, vous. Bien sûr, c'est idiot. C'est idiot parce que chacun devrait savoir que quand je crois penser par moi-même le plus ingénument possible, en réalité, je remâche des choses qui m'ont été inculquées par l'éducation, la culture, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, je ne pense pas, mais ça pense en moi. C'est la raison pour laquelle la culture permet de penser mieux. Tout à fait. Car la culture, chez cet homme qui était le plus savant de son siècle et qui doutait de son savoir en permanence, qui brandissait le que sais-je comme l'étendard de son rapport au monde, la culture lui permet de comprendre précisément qu'on est d'autant plus libre quand on sait que d'autres ont pensé avant soi ce qu'on pense. Les gens qui croient être l'origine de leur pensée enfoncent des portes ouvertes. Absolument, absolument. Et sont aveugles. C'est-à-dire ne se rendent pas compte des raisons qui leur ont fait dire et penser ce qu'ils croient penser et ce qu'ils disent. Et cette image a ceci d'étonnant parce que le torrent de départ... Ça, c'est l'Antiquité. Voilà, c'est ça. Il y a le torrent antique dont la violence nourricière rejaillit jusqu'au 16e, 18e, 20e, 21e siècle. Oh, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, jusqu'au 18e, 19e, oui. Vous avez dit « je sais pas ». « Je ne sais pas » n'est pas une phrase montagnienne, c'est « que sais-je » la phrase montagnienne plutôt, non? Et vous avez raison. Vous avez raison. Et alors, vous avez insisté, Jean-Yves, pour qu'on diffuse ceci, c'est-à-dire l'image d'un trot. Image montagnenne par excellence, qui aimait passionnément le cheval, qui le raconte. Il l'aimait, d'ailleurs, ça a failli lui coûter la vie, cette affaire-là. Oui, il a failli mourir. Mais avant de parler du cheval, de sa chute à cheval, pourquoi le trot plus que le pas ou le galop? Je ne sais pas si vous avez mis vos fesses sur un cheval déjà. Je déteste ça. C'est la position pour moi, la plus difficile. C'est-à-dire que quand vous êtes au pas, vous arrivez à peu près à vous tenir en selle. Quand vous êtes au galop, il y a un mouvement qui vous ramène, le mouvement du corps du cheval vous ramène dans votre assiette. Dans votre assiette, c'est un mot magnifique. Quand vous êtes au trot, il faut que vous ayez à la fois le mouvement du cheval et votre mouvement, et en fait on appelle ça le trot enlevé, vous avez un mouvement des cuisses qui vous fait sauter un des mouvements du cheval. Et c'est un mouvement qui est assez difficile à apprendre. Donc on s'adapte à un autre rythme que le sien. Il y a une forme d'équilibre à trouver. Et la forme d'équilibre est extraordinaire parce que je suis à la fois en selle, c'est-à-dire stable, et je bouge puisque le cheval avance. C'est-à-dire que je concilie d'une manière miraculeuse le mouvement et l'immobilité, ou le mouvement et la stabilité. La selle, c'est l'assiette, c'est magnifique. L'assiette, c'est vraiment... Et Montaigne adorait être à cheval. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'il était capable de ne pas pisser
pendant des heures. Mais le dire n'est pas être vulgaire quand on parle de Montaigne, dans la mesure où cet amateur de Plutarque, de Platon, d'Euripide, de Socrate, ce fin connaisseur du savoir de son temps et de tous les temps, faisait aussi grand cas des réalités de son corps Absolument. que d'un savoir abstrait et noble. Il est un de ceux qui enseignent qu'il n'y a pas d'objet digne ou indigne pour la pensée Absolument. philosophique. Il dit « Tout argument m'est également fertile. Je le prends sur une mouche. Et Dieu veuille que l'argument que j'ai présentement en main ne soit pas le fruit d'une volonté aussi volage. » C'est une merveille. C'est merveilleux. Et c'est vrai qu'il dit, avec une certaine fierté, et je le comprends, à l'âge que j'ai, qu'il est capable de porter son eau, comme il dit, 8 heures durant. C'est-à-dire de se retenir de pisser pendant 8 heures. Et c'est vrai, quand on est à cheval, c'est une grâce de pouvoir faire ça. Alors en même temps, il lui arrive de se casser la gueule, il me semble, et il a même vécu ce que des médecins ont ensuite décrit exactement comme les symptômes d'un coma. Tout à fait. Montaigne dit, il est tombé de cheval, il me semblait que ma vie n'était plus retenue qu'au bout des lèvres, je fermais les yeux pour aider, me semblait-il, à la pousser dehors, et je prenais plaisir à m'alanguir et à me laisser aller. Ce qui est très beau d'ailleurs, c'est que cette phrase, Montaigne a été pillé abondamment par Pascal, dont la moitié des pensées à peu près sont des emprunts à Montaigne, D'accord. et par Jean-Jacques Rousseau, dont la chute à chien, et non pas à cheval, dans la deuxième rêverie du promeneur solitaire, reprend le thème montagnien en lui donnant un tour cosmologique dément, alors que chez Montaigne, c'est un homme qui se casse la figure et qui reprend le cours ordinaire de sa vie ensuite. Qui a du mal à reprendre le cours de sa vie ordinaire. Mais il n'y a pas, dans Rousseau, il y a une extase. Il y a une extase. Il se réveille. Je crois que je l'ai, allez-y, dites-nous, je crois que je l'ai ici. Il est renversé par le chien en descendant de Ménilmontant, d'une promenade à Ménilmontant. Il tombe dans les pommes. On va lire Rousseau. La nuit s'avançait, j'aperçus le ciel, quelques étoiles et un peu de verdure. Voilà. Cette première sensation fut un moment délicieux. Je naissais dans cet instant à la Voilà. vie. Il me semblait que je remplissais de ma légère existence tous les objets que j'apercevais. C'est une parodie de Montaigne. On peut pas dire ça tout à fait. Non, c'est une anticipation de ce qu'il va dire dans la 5e rêverie, Oui. dans le moment de la Du rêverie. pur plaisir d'exister. Voilà. Sur la barque. Oui, où il est sur la grève Sur la du grève. lac de Bienne et où il a le sac et le ressac sur les graviers et où tout d'un coup, toutes les pensées s'évanouissent. Il ne pense plus, exactement comme dans les procédures de méditation New Age, et qu'il naît au pur sentiment de l'existence. Mais c'est ça qu'il essaie de dire dans cette rêverie. Or, dans Montaigne, c'est pas du tout pareil. Dans Montaigne, la chute de cheval, il veut pas revivre. Il revit malgré lui, si je peux dire. C'est-à-dire que quand il revient à regret, Oui. à l'ordinarité de sa vie, à la Exactement. quotidienneté de sa vie, Exactement. alors qu'il vient de faire une expérience merveilleuse. merveilleuse, il n'a pas du tout envie de renaître. C'est le contraire de Rousseau pour ça. C'est par amour du plaisir que la vie ménage, qu'il ne veut pas y revenir. C'est quand même étonnant, ça. Non, je crois qu'il essaie d'exprimer combien c'est doux, cette sensation de léthargie, de torpeur, qui était là au moment de... Bon, il a eu certainement... Il a été renversé par un de ses serviteurs qui était sur un gros cheval, et donc il est tombé, il a dégurgité beaucoup de sang, etc., etc. Et donc il a dû y avoir un traumatisme physique, corporel très très fort. Et quand le sang, petit à petit, a repris son cours normal, si je peux dire, dans son corps, je crois qu'il était sorti d'une léthargie qui était extraordinairement douce. On arrive au terme de l'émission, ce qui est quand même vertigineux quand on y pense, pour nous, qui l'avons vécu jusqu'ici. Un point quand même, pour finir, Montaigne n'avait pas peur de la mort. Ou en tout cas voulait ne pas avoir peur de la mort, voulait que la mort le trouve plantant ses choux, ce qui d'ailleurs fait que j'ai toujours entendu d'une autre oreille « savez-vous planter les choux ?» Savez-vous planter les choux? J'ai toujours entendu ça. Savez-vous mourir? Montaigne est celui qui veut que la mort le trouve plantant ses choux. Il ne veut pas que la peur de la mort gangrène son existence, mais pour ce faire, il faut avoir la mort sous les yeux. C'est plus compliqué que ça. Et vous avez 30 secondes pour y répondre. Pour 30 secondes, ça suffit. Non. La mort, c'est simplement le fait que la vie cesse. Et ça n'est rien d'autre. C'est-à-dire que toutes les imaginations que nous nous formons sur la mort, l'au-delà, etc., sont vaines parce qu'elles sont le fruit d'une imagination de vivant. Tu ne vas pas mourir de ce que tu es malade, tu vas mourir de ce que tu es vivant. C'est une phrase absolument extraordinaire. Desproges a reprise d'ailleurs. Exactement, c'est une phrase de Montaigne.
Et c'est une phrase que je trouve à la fois impitoyable et magnifique. Venez avec moi. Impitoyable et magnifique. Absolument. Mais il y a une école du savoir mourir quand même dans ce livre qui est extraordinaire. Le chapitre sur la mort et dans le chapitre sur l'expérience, non? Surtout dans le chapitre sur l'expérience, parce que dans le chapitre sur la mort, c'est compliqué. Le chapitre sur la mort, c'est le livre 1. C'est le livre 1, c'est que philosopher, c'est apprendre à mourir. Voilà. Et c'est un chapitre dans lequel Montaigne, de manière très sournoise, en fait, défait la tradition cicéronienne. C'est-à-dire que pour Cicéron,